Je peux commencer, je me présente, puis après chacun peut se présenter. Donc, je suis Romain Bayou. J'ai rejoint l'équipe Wineo en juin et auparavant, j'ai travaillé 10 ans dans des agences digitales en tant que chef de projet et puis aussi en tant que Scrum Master sur certains projets. Et là, actuellement, je suis en mission à la CMA dans l'équipe e-commerce. Voilà. Je sais pas qui souhaite continuer Je peux tour de table. enchaîner si vous voulez. Du coup, Ellie, moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis chez Wineo maintenant. Également en mission à la CMA, en équipe e-commerce, donc la même équipe que Romain. Et sur le projet, des projets EDI de déploiement et d'intégration des clients sur les connexions EDI pour la CMA. Ok, je vais prendre la Je vais main. prendre la suite. Ah, Ah. collision. Vas-y, à toi l'honneur. Bon, moi, je suis Arnaud Caillou, je suis gestionnaire d'incidents et je travaille actuellement en mission pour la BPCEIT. Et par rapport au chef de projet, moi, j'ai souvent en charge le suivi des projets et s'assurer que les projets se déroulent bien d'un point de vue incident. Ok. Du coup, Christophe Aymar, ça fait un petit peu moins de 2 ans que j'ai rejoint Wineo. Et j'ai 11 ans d'expérience en Java, Angular, développeur senior. Et je suis actuellement en mission chez Adenov pour les notaires. Voilà. Brice, moi ça fait 4 ans que je suis donc à Wineo. Alors je suis pas consultant, moi je suis en interne, je travaille notamment dans le cas de Philippines et je suis le responsable de toute la partie donc recrutement. Et voilà, ça fait longtemps, très longtemps que j'entends parler de Scrum, donc j'ai envie d'en savoir un petit peu plus aujourd'hui, donc c'est la raison de ma présence. Bonjour, Karine. Moi, je suis arrivée chez Linéo fin octobre. Donc, moi, je suis la nouvelle ingénieure d'affaires donc, pour développer l'agence à Lyon. Et puis, avant ça, j'ai fait un master dans le commerce où j'ai travaillé dans les assurances et dans la cybersécurité. Et comme j'ai rejoint donc il n'y a pas longtemps Wineo, c'est vrai que c'est toujours bien d'en savoir un peu plus sur les différents métiers. Bonjour, je suis Yawen et ça fait plus d'un an que j'ai rejoint Wineo et mon poste actuel est PO à la CMA. Bonjour, oui, moi c'est Nicolas. J'ai rejoint Wineo en début de septembre et en même temps en mission chez la CMA avec Romain et Ellie. Je suis moi aussi sur la partie déploiement, mais pour la partie B2B et API. Du coup, voilà, je viens de rejoindre il n'y a pas trop longtemps et on va implémenter les déploiements sur la partie API B2B chez la CMA. Merci. Bonjour, Roch. Je travaille aussi à la CMA-CGM et je suis Wineo depuis 3 ans. Et j'ai eu de l'expérience en tant que chef de projet par le passé. Et là, c'est l'occasion de revoir un peu ce qui se passe en Scrum aujourd'hui. Et du coup, il reste que moi, donc Philippine. Je suis en charge de toute la partie communication, formation, événements chez Wineo. Notamment, j'ai travaillé avec Romain pour organiser ce webinaire. Voilà, donc j'espère que vous aurez tous les réponses à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à en poser durant le webinaire ou à le mettre dans le chat. On pourra éventuellement y répondre à la fin. Yes. Merci à tous. Merci à tous d'être là. On va commencer. Petite sommaire. Donc, l'objectif de ce webinaire, on va bien entendu décrire le fonctionnement de Scrum, les rôles, les cérémonies et les outils de Scrum, et finir par les avantages, les difficultés, et puis des questions-réponses vers la fin. Mais si vous en avez pendant la presse, n'hésitez pas. Hop, on passe à la première slide. Alors, Scrum, c'est lié à l'agilité.
Et avant de commencer, en fait, je voulais savoir si vous savez ce que c'est l'agilité. Quelle est l'agilité pour vous? L'agilité, c'est ouais, Le fait de pouvoir être en mouvement, d'être pouvoir pouvoir réactif. être en mouvement, ouais, réactif, ouais, ouais, ça fait partie, ouais. L'agilité, c'est un état d'esprit, en fait. Donc, ouais, être réactif, etc., tout ça, ça fait partie de l'agilité. C'est pas du tout une méthode. Quand on dit méthode agile, ça n'existe pas, la méthode agile. L'agilité, en fait, c'est d'accorder de l'importance aux individus et à leurs interactions plutôt qu'à un processus et à des outils. De l'importance à un logiciel fonctionnel plutôt qu'à une documentation exhaustive. Favoriser la collaboration client plutôt que la négociation contractuelle. Et enfin, s'adapter au changement, comme tu disais, Roch, plutôt qu'à l'exécution d'un plan. C'est vraiment un état d'esprit, c'est pas du tout une méthode. En revanche, Scrum est une méthode et un framework, on va dire un cadre de travail, qui est lié à l'agilité, à cet état d'esprit. Il y a d'autres méthodes comme Safe, Kanban, Scrumban. Voilà. Nous, on va se focus sur Scrum. Mais voilà, déjà, c'est le point de départ, c'est l'agilité Scrum, voilà, c'est lié. Et l'agilité, c'est vraiment un état d'esprit. Et Scrum est une méthode. Je vous ai mis le lien du manifeste agile si vous voulez plus tard le consulter. Vous verrez qu'il n'y a rien du tout comme cadre de travail, c'est vraiment un mindset. Un petit peu d'histoire sur Scrum. Donc, Scrum qui veut dire mêlée au rugby, qui a été la première fois que ça a été utilisé en tant que métaphore, c'est dans une publication en 86 liée au monde industriel. Et ça y décrit en fait une approche holistique qui augmenterait la vitesse et la flexibilité dans le développement de nouveaux produits. Une approche holistique, pour ceux qui se posent la question, c'est en fait la considération de phénomènes individuels comme faisant partie de la totalité dans laquelle ils s'inscrivent. En gros, c'est faut prendre en compte l'environnement dans sa globalité à défaut de s'intéresser séparément à chacune de ses composantes. D'où les métaphores Scrum. Ensuite, en 95, Kem Schwaber et Jeff Sutherland présentent une courte communication décrivant les fondements de Scrum. Et enfin, ils formalisent, Ken Schwaber et Jeff Sutherland formalisent en 2011 le cadre de travail Scrum. Et voilà. Et je vous ai mis en bas le lien de Scrum Guide en français qui est régulièrement mis à jour. Maintenant, c'est quoi Scrum? Donc, pour appréhender Scrum, on va identifier d'abord le cycle de vie d'un projet classique. Projet classique qui est projet Waterfall. La méthode de travail de Waterfall, c'est séquencé en phases définies qui sont difficilement changeables. Tous les besoins sont définis dans la phase de requirement, donc tous les besoins du client. Ensuite vient la phase de développement, design, UA, enfin test. Et enfin la livraison. Donc la livraison du produit est faite en une seule phase. Le problème, c'est que les besoins définis en amont par le client lors de la phase de requirement et ce qui est livré, en fait, ça ne répond pas forcément aux besoins du client parce qu'en fait, la phase de développement, design, développement est très longue. Et en fait, on est sur un marché qui peut changer très rapidement. Et entre la phase de requirement et la livraison, le client peut avoir de nouveaux besoins, etc. Donc ça, c'est un problème du waterfall. Le deuxième problème, c'est que dans cette phase de design développement, il y a vraiment peu d'implication du client, à part pour demander quand est-ce que ce sera livré. Voilà, il ne s'implique pas vraiment dans le produit. Et aussi, donc, comme je l'ai dit, c'est une très longue phase. Donc ça, c'est les problèmes de waterfall, d'un projet classique. Ensuite, Scrum. Donc, c'est quoi Scrum? C'est avant tout un framework, donc un cadre de travail. En résumé, c'est du découpage du projet, du produit, des sprints et une itération. Et c'est aussi des valeurs qui sont les transparences, inspection et adaptation. Donc, je vous mets le framework, magnifique framework de Scrum. Il y en a des plus détaillés sur Internet, il y en a plein. Donc, en bleu, ce sont les artefacts, on va dire. Et en orange, ce sont les cérémonies, les réunions, les événements, on va dire.
Donc, on commence par le backlog. Je détaillerai ensuite en détail chaque phase du cadre de travail Scrum. Mais là, pour que vous ayez une idée, on va juste survoler en macro le process. Donc, le premier artefact, c'est le backlog. Le backlog, c'est la liste de toutes les user stories du produit. Le produit est découpé en user stories, j'y reviendrai plus tard. Et le backlog a toutes les user stories du produit. Ensuite, on a le sprint planning. C'est la définition de l'objectif du sprint à venir. Ça, c'est une cérémonie. Ensuite, le sprint backlog, qui lui est un artefact. Bon, vous l'avez compris, c'est le backlog du sprint en cours. Donc, les user stories qui ont été embarquées dans les sprints sont dans le sprint backlog. Le sprint, donc la phase de développement pur, dure entre 2 à 4 semaines. La livraison du produit ou l'incrément du produit à la fin du sprint. Et donc, c'est lié à la sprint review ou la démo. Donc, à la fin du sprint, on fait une démo du produit, de ce qui a été livré. La sprint review permet aussi d'alimenter le backlog. En fait, on reçoit les feedbacks à ce moment-là, permettent de modifier le backlog et les user stories du produit. Et enfin, la rétrospective en haut, qui est plutôt une analyse globale sur l'équipe, permet d'identifier les freins ou ce qui marche. C'est vraiment plus organisationnel plutôt que lié au produit. C'est vraiment voilà, sur juste l'équipe. On va aller dans un détail dans chaque phase, de toute façon. Et voilà, grosso modo, le cadre, le framework de Scrum. Bon, juste avant d'aller en détail, deux petits points. La Scrum Team, bien sûr. Donc, la Scrum Team, c'est une équipe petite, environ 7 à 9 personnes grand max. Elle est composée d'un Scrum Master. Donc, le Scrum Master, le maître des cérémonies ou des réunions, il résout les problèmes de productivité de l'équipe que peut rencontrer l'équipe. Et il fait le follow-up des sprints et anime les cérémonies. C'est un rôle de facilitateur. Par exemple, il va débloquer les accès. Si le développeur a un problème d'accès à un outil, voilà, c'est le Scrum Master qui va appeler la bonne personne pour gérer les problèmes d'accès au développeur et que le développeur ne soit pas bloqué. On a ensuite le Product Owner. Donc, c'est lui qui clarifie les besoins du produit à développer. Il a la connaissance parfaite de son besoin et de ses priorités. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un PPO, c'est un proxy PO, c'est l'équivalent, mais ça peut être aussi un PPO. Et enfin, les développeurs. Donc en général 5. C'est eux qui ont la compétence pour construire le produit répondant aux besoins du client. C'est une équipe auto-organisée. Et je dis développeurs, mais ça peut être aussi des rôles spécialisés comme des architectes, voilà, des spécialistes de AWS, enfin bref, ça dépend du projet, du produit. En tout cas, c'est eux qui ont l'autorité quand il s'agit de déterminer comment le travail sera fait. Par exemple, quel techno à utiliser pour le développement du produit. Donc ça, c'est l'équipe Scrum dans son entièreté. Ensuite, avant de passer au framework, juste un petit rappel du découpage. C'est quoi quand je dis un découpage? Voilà, le petit dessin l'illustre bien. Donc en fait, l'un des principes de Scrum, c'est d'arriver à livrer plus rapidement. C'est ce qu'on appelle la notion de time to market. Et dans ce cadre, il faut définir avec le client ce que serait le MVP. Le MVP, c'est le Minimum Valuable Product. C'est le produit le plus basique qui pourrait satisfaire les besoins clients, enfin, de l'utilisateur. Donc là, vous voyez dans le petit schéma, le besoin du client, c'est d'avancer plus vite. Le truc le plus simple, c'est un petit splitboard avec 2 roues et voilà, c'est vraiment le MVP. Et en découpant le projet en user stories, on arrive à définir un MVP. Et les user stories, ensuite, sont priorisées dans le backlog. Souvent, la méthode utilisée pour prioriser des user stories, savoir lesquelles on va embarquer en premier ou non, sont utilisées via la priorisation est faite via la méthode Moscow. Donc Moscow, c'est must, should, could ou won't. Donc must, une user story qui est must, c'est qu'elle est indispensable. Une user story qui est should, c'est que bon, on pourrait la faire. Could, c'est du nice to have, on va dire. Et won't, ça veut dire qu'on la met vraiment en bas du backlog, on la fera vraiment plus tard. Voilà la notion de découpage. Un petit exemple de MVP, tout le monde connaît, je pense, Zalendo, le site en ligne de chaussures. Zalendo, en fait, a commencé par une vitrine web de photos de chaussures avec un CTA, un bouton, qui, quand l'utilisateur cliquait dessus, avertissait un employé de Zalendo
qui allaient acheter les chaussures en magasin et les expédier. Donc, il n'y avait aucune notion de e-boutique ou de stock ou quoi que ce soit. C'était vraiment un truc très, très basique, voilà, à la mano. Il y a un petit lien en dessous que vous pourrez visiter, c'est que ça montre des exemples de MVP de grosses boîtes et on se dit, ah, ils ont commencé comme ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, parenthèse fermée sur les deux petits points, la Scrum Team et ce que c'est le découpage. Et maintenant, on va aller dans le framework par étape. Donc, première étape, le backlog. Le backlog, ce que je disais, c'est la liste des user stories. Le produit ou quand le projet est découpé en plusieurs user stories. Les tâches, donc une user story, sous une user story, il y a des tâches. Les tâches sont le moyen d'arriver à finir les user stories. La user story, c'est vraiment le quoi et les tâches sont vraiment le comment, c'est-à-dire comment on va finir la user story. Les user stories sont souvent associées à ce qu'on appelle des acceptance criteria, voilà, ce qui sont des conditions de satisfaction. L'acceptance criteria, ça aide l'équipe, les développeurs, la Scrum Team et tout le monde à identifier la valeur d'une user stories et peut aider à savoir si elle correspond, elle va matcher la DOD, la definition of done. J'y reviendrai plus tard sur la DOD, mais savoir, voilà, quelle est la valeur d'une user stories. Les user stories se définissent avec toute l'équipe et c'est souvent le PO qui la rédige. Et il y a une manière syntaxique de rédiger une user story. J'en ai fait un exemple. Voilà la syntaxe d'une user stories. As a user of the CMA web portal, I want to be able to see all schedules available, so I can select those which I need to do booking. Et une acceptance criteria associée à cette user stories peut être, par exemple, schedules are displayed only to users logged in to the web portal. C'est un exemple bidon, mais il faut en donner plein sur Internet. Mais voilà la manière syntaxique de la syntaxe d'une user story. Toujours sur le backlog, une fois qu'on a toutes ces user stories de découper, on va faire un refinement ou un poker planning par exemple. Donc, si on fait un poker planning, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la complexité des user stories. Et bien la complexité, c'est pas du tout l'estimation. On ne parle pas de temps. On va pas dire cette user story, je vais la terminer dans 5 jours, celle-ci va durer 10 jours, etc. Non, on parle de points de complexité. Et le poker planning, en fait, c'est une animation ludique, en fait, où ce sont les développeurs qui ont des jeux de cartes dans les mains. Là, c'est un exemple là que vous avez. Et qui vont à chaque fois, on va lister chaque user stories et qui vont à chaque fois jeter une carte en fonction de la user stories et vont dire, bon, bah, celle-ci, je leur donne 10 points de complexité. L'autre développeur va mettre, bah non, celle-ci, c'est 40. Et en fait, ça va être un débat sur comment définir les points de complexité de toutes les user stories du backlog. Certaines user stories sont plus faciles à traiter et à livrer que d'autres, et d'autres sont plus complexes. D'autres vont répondre au MVP, donc le minimum valuable product, et d'autres non. Donc voilà, tout ça, tout ça va être discuté pendant le backlog refinement. Si une user stories est jugée trop complexe, par exemple, là, une qui est 100 qui est le maximum, bah, en général, il faut la découper. Il faut voir avec le product owner comment on peut découper les user stories plutôt que de faire un truc plus gros. Bah, on va dire, on va faire ça et ça séparément, et voilà. On peut toujours réestimer la complexité des user stories en cours de projet plus tard. L'équipe de développement, les développeurs commencent à avoir de l'expérience. Du coup, certaines user stories peuvent finalement être plus faciles à terminer qu'en début de projet. Donc, en fait, c'est tout le temps un travail de refinement en fait, qu'on peut faire sur le backlog, sur la complexité des user stories. Donc, c'est important, ça, ce point de complexité, ça va être utile, vous allez voir, dans un outil qu'on utilise, utilisable dans Scrum. Voilà, ce qui est important de retenir, c'est que c'est pas du tout des estimations de temps, mais des points de complexité. Donc le backlog, une fois qu'il est défini avec toutes les user stories et les points de complexité associés à chaque user stories, on va ensuite pouvoir faire ce qu'on appelle un sprint planning. Donc le sprint planning, c'est l'objectif du sprint à venir. Quelles user stories du backlog peuvent être embarquées dans le sprint et comment l'équipe de développement va s'organiser pour atteindre l'objectif du sprint. C'est très important à la fin d'un sprint, c'est de créer de la valeur pour l'utilisateur. L'objectif du sprint doit permettre d'incrémenter le produit en le valorisant et en répondant aux besoins clients. J'y reviendrai tout à l'heure, mais voilà, donc c'est très important de savoir quelle user stories on va embarquer pour que ça ait de la valeur. Si par exemple on embarque la user stories, je ne sais pas, le schéma là qu'on a vu sur la voiture, bah, si on embarque, mettons que le premier sprint, on doit faire le MVP,
si on embarque la clim, ça fait pas de sens en fait. L'objectif du premier sprint, c'est de créer le minimum valuable product. Donc, on va embarquer les user stories qui sont vraiment les plus importantes pour le client et qui sont du coup les plus importants que le product owner a priorisé. Là, l'objectif du sprint, c'est le sprint planning. Ensuite, le sprint. Donc, on a un sprint backlog dans lequel en fait on a toutes les user stories qu'on a embarquées dans le sprint. Le sprint, lui, dure entre 2 à 4 semaines, ça dépend. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de changement d'objectif pendant le sprint. On s'est fixé l'objectif pendant le sprint planning. Maintenant, on a un objectif et on s'y tient. Le sprint backlog, donc l'ensemble des user stories. Dans le sprint, on a ce qu'on appelle un daily scrum. C'est une réunion quotidienne. Moi, je faisais un stand-up meeting avec l'équipe. En fait, c'est généralement le matin, ça dure 15 minutes. C'est vraiment pour débloquer les gros bloqueurs. On a ce qu'on appelle le board. Donc là, l'exemple de la petite image, on a un board en fait avec toutes les user stories, sont soit sur des post-it, ça peut être un board digital, ça peut être un board avec des post-it qu'on colle. Mais du coup, qui liste toutes les user stories c'est comme le backlog, quoi, du sprint backlog, et leur état. Donc, soit elles sont en to-do, in progress, voilà, on a l'état des user stories. Et pendant le daily scrum, en fait, on identifie les gros bloqueurs qu'on a. Par exemple, le développeur j'arrive pas à pousser sur l'environnement parce que, je sais pas, il y a un bug sur, voilà, tous les gros bloqueurs sont ressassés pendant ce daily scrum et après, pendant la journée, on essaye de débloquer ces problèmes. Donc oui, il y a des boards digitaux, on peut utiliser Jira comme board, il y a Trello, il y a plein de choses, il y a plein d'outils maintenant différents. Et quand est-ce qu'une user story est done, donc la dernière colonne, ce qu'on appelle la DOD, elle est définie par tous les acteurs du projet. Et il faut que tout le monde soit clair sur ce qu'est une user story done. Par exemple, si on considère qu'une user story en UAT, elle est considérée comme done, ou pour qu'elle soit poussée en prod. Enfin, voilà, tout ça, c'est défini en amont pour que tout le monde soit clair. OK, cette user story est considérée comme done parce que on a fait les tests, elle est en UAT, ou voilà, tous les environnements de projet, voilà, sont identifiés pour savoir quand est-ce qu'une user story est done. Donc ça, le sprint dure 2 à 4 semaines. Une fois qu'on a fini le sprint, on a ce qu'on appelle la sprint preview, la démo. Donc, c'est la revue et la démonstration de ce qui a été fait pendant le sprint, l'analyse du progrès réalisé et le contrôle de ce qui a été réalisé, surtout est-ce que ça correspond bien à l'objectif et aux besoins de l'utilisateur. Et ça permet aussi d'ajuster le backlog parce qu'on reçoit des nouveaux feedbacks. Ah oui, mais en fait, on pourrait faire ci comme ça. Enfin, voilà. Qui participe à la sprint review? C'est la Scrum Team, donc PO, Scrum Master et les développeurs. Les parties prenantes, les utilisateurs et le cas échéant des sponsors. C'est vraiment tous les acteurs du projet. La démo, donc ce que je disais, on présente le produit. La démo, ça dépend de la DOD, mais idéalement, on aime bien, voilà, c'est le faire en prod, idéalement. Après, ça dépend du besoin, ça dépend de ce qui a été défini lors de la DOD. Nous, par exemple, je travaillais pour Nissan, on faisait la démo en UAT, donc voilà, on considérait qu'une user story était done quand elle était poussée en UAT. C'est très important, je l'ai déjà dit, mais maximiser la valeur du produit apporté aux utilisateurs à la fin du sprint, c'est très, très important. Un autre exemple, si par exemple le sprint, c'était un sprint pour changer la version de Java, de passer de Java 6 à Java 11, bon, OK, c'est cool, ça apporte quelque chose pour la sécurité, mais pour l'utilisateur, ça change rien en fait. En fait, il faut vraiment que la fin d'un sprint aide la valeur pour l'utilisateur. Donc une fois qu'on a fait la sprint démo, la sprint preview et la démo, on a la rétro. Donc la rétro, c'est aussi une cérémonie qui se fait uniquement avec le product owner, les développeurs et le Scrum Master. Le Scrum Master, c'est lui qui anime la rétrospective. L'objectif de la rétro, c'est de passer en revue ce qui a bien fonctionné lors du sprint, qui vient de se terminer, ce qui pourrait être amélioré, ce que l'équipe s'engage à faire lors du sprint à venir. C'est en général plus organisationnel et ça ne touche pas vraiment au produit, en fait. C'est vraiment comment l'équipe va fonctionner pour s'améliorer. Ça peut débloquer des tensions des rapports humains dans l'équipe. Voilà, ça va vraiment permettre que l'équipe s'organise le mieux possible.
Ici, là, c'est un exemple. Il y a plein de templates en fait pour animer des rétrospectives. Là, c'est l'exemple le plus connu, on va dire. Donc, c'est l'exemple du bateau. Donc, l'équipe est dans le petit bateau et autour. Donc, à chacun leur tour, toute l'équipe va mettre un post-it sur le board. Donc, le bateau, c'est l'équipe. L'encre, c'est ce qui freine l'équipe. Le vent, le nuage, c'est ce qui permet d'avancer le mieux, donc ce qui favorise l'équipe. Les rochers, c'est les risques. Et l'île, c'est l'objectif. Et tour à tour, en fait, chacun de la membre de l'équipe de la Scrum Team va poser un post-it en disant bah moi ce qui me retient, enfin ce qui me gêne c'est ça, ce qui me fait avancer c'est ça, mon objectif c'est ça, enfin, voilà. Et chacun définit un peu ses problématiques et ça permet en fait d'en discuter. C'est une animation qui dure entre 1h30 à 2h, ça dépend, voilà, et ça conclut la fin du sprint. Une fois que la rétrospective est faite, sprint terminé, on enchaîne sur un autre sprint et on continue une nouvelle itération. Donc voilà le cadre framework de Scrum. Maintenant, on a des outils intéressants de Scrum. Donc, l'outil intéressant, le premier, c'est la burn down. Donc, dans ce chart, en fait, on a en abscisse, là, en horizontal, on a le nombre de jours. Donc ici, c'est 20 jours, ça correspond à un sprint. Et à gauche, l'effort ou les points de complexité des user stories. Donc là, on a le sprint qui dure 20 jours et 28 points de complexité de user stories embarqués dans ce sprint. La ligne bleue, c'est donc le lissage, le IDL effort pendant ces 20 jours. Et la ligne rouge, c'est l'effort actuel. Donc, à chaque fois qu'une user stories est done, hop, ça fait baisser le point d'effort ou le point de complexité de la charte. Si la courbe rouge est au-dessus, ça veut dire qu'on est un peu en retard. Si la courbe rouge est en dessous, ça veut dire qu'on va finir on va finir toutes les user stories avant la fin du sprint. Donc, c'est un outil de projection. C'est généralement fait par le Scrum Master. Cet outil permet de se projeter sur la complétion d'un sprint et à terme de déterminer la vélocité d'une équipe. Donc, des exemples de burn down, ça c'est l'exemple idéal hein, avec la courbe rouge qui suit le lissage. Voilà, mais par contre, voilà, des exemples de burn down. Le premier s'appelle la falaise. Moi, je l'appelle plutôt le rush final. Ce qui se passe pendant ce sprint, ça peut être par exemple l'équipe qui en fait peut-être tergiverse trop sur des questions et sont pas sûrs de comment commencer le sprint et à la fin bah il reste quelques jours, il faut finir les user stories, hop, on les fait toutes. C'est pas idéal quoi. Et à l'inverse, le deuxième exemple c'est le gap. Donc bah en fait le sprint est terminé mais on a encore ça de user stories qui n'ont pas été faites, donc il s'explique par soit le scope était trop gros, on a mis trop d'user stories ou trop complexes dans le sprint, soit les user stories n'ont pas été assez découpées, soit elles ont été mal estimées, la complexité a été mal estimée. C'est des explications. Il y a un petit lien aussi en dessous qui vous montre des exemples de différentes burn down et leurs explications. Donc ça, c'est la burn down. C'est focus sur un sprint. Et on a un autre outil très intéressant qui est la burn up, qui elle est focus sur l'ensemble du projet. Donc en abscisse, en horizontal, là, c'est pas les jours, mais en fait, c'est les sprints. Donc vous voyez que on est à peu près à 6 sprints ou 7 sprints de fait. Et à gauche, en fait, c'est le backlog tout le backlog. C'est toutes les user stories avec leurs points, pareil, de complexité. Force d'avancer, en fait, en fait, de faire des sprints, on va pouvoir déterminer à peu près combien de user stories l'équipe est capable de faire dans un sprint grâce au point de complexité. On va se dire, par exemple, l'équipe, à chaque sprint, elle est capable de faire 25 points de complexité. Et en fait, ça nous permet d'avoir finalement une estimation. À chaque fois que un sprint est fait, on se dit qu'elle fait 25 points de complexité. Donc, on a un cône de progression en estimant si on veut arriver à terminer la user stories, voilà, n'importe laquelle, grâce à la vélocité de l'équipe qu'on connaît, 25 points de complexité, on peut se dire dans 10 sprints, au 10e sprint, on pourra atteindre cette user stories qui fait un total de complexité de temps. Je sais pas si je suis clair, mais voilà, c'est la ligne noire que vous voyez là, c'est le produit.
Donc, il peut bouger, bien sûr, parce qu'on a des users, on a des besoins tous les jours, on peut avoir des nouveaux besoins. Donc, on les met dans le backlog. Et si, par exemple, le client dit, bah, je sais pas, si je fais la référence, par exemple, à la voiture, là, on a finalement fait, on en est, par exemple, au stade de la moto, et le client, lui, il veut une voiture. Et ben, mais il veut savoir quand est-ce que la user stories liée à la climatisation, elle sera faite. Elle ne sera pas faite avant qu'on ait la user story de la voiture. Donc, en fait, ça nous permet en fait de voir bah, la user stories de la clim. Il faut d'abord qu'on fasse ces user stories-là, qui valent tant de points de complexité. Et grâce à la vélocité de l'équipe qui fait 25 points de complexité par sprint, bah, on pourra arriver à finir cette user stories à telle date. Donc, c'est vraiment une projection. C'est un outil qui permet de se projeter et donner de la visibilité aux clients. Et enfin, les avantages. Donc, Scrum, les avantages, donc c'est la première itération du produit, elle est utilisable rapidement. C'est ce qu'on appelle la MVP. C'est une solution flexible et adaptable. Hein. Donc, comme je le dis, on itère, donc on peut facilement s'adapter sur les nouveaux besoins du client. Créativité et innovation, bah, l'équipe a tant de jours pour finir une user stories. Bah, quelle est la meilleure techno? Enfin voilà, plein d'avantages sur la créativité et innovation. Amélioration de la qualité, donc pareil, itération à chaque fin de sprint. Introspection de ce qui a été livré. Bon, bah, est-ce que c'est assez quali? Donc, on va pouvoir peut-être le faire encore plus quali au prochain sprint. Synergie organisationnelle, donc l'équipe de développeurs, la Scrum Team et le PO, voilà, tout ça, c'est une équipe auto-organisée. Et une meilleure gestion globale des risques. Forcément, on est sur des développements courts, donc on peut plus facilement identifier les risques sur des laps de temps plus courts que sur des laps de temps très longs comme sur du Water. Sur les problèmes, les difficultés, donc absence de processus, peu de documentation, beaucoup d'échanges directs. C'est plus des échanges directs en fait. Scrum, on favorise les interactions avec les individus, mindset agile, plutôt que sur une documentation exhaustive. Difficulté de maintenance, problème de transfert de connaissances. En fait, bah, c'est le dernier point. L'équipe est monoproduit. Il n'y a pas d'équipe. Il y a une équipe qui travaille sur le produit, mais il n'y a pas une équipe de dev support qui travaille sur le même produit. C'est vraiment une seule équipe qui travaille sur le produit. Pas de vision finale du projet, bien sûr. On est sur des itérations, on ne sait pas vraiment comment on va finir le projet. Et trop de changements tue le changement. Donc ça, je le dis parce que Scrum, ça pousse au changement. Mais trop de retours clients discordants, voilà, ça peut un peu tourner en rond. Donc il faut vraiment que le PO, Product Owner, ait la vision claire de ce qu'il veut et qu'il soit le décisionnaire. Il ne soit pas dépendant d'un tiers ou de qui que ce soit. C'est vraiment lui qui impose sa décision. J'ai un exemple quand je travaillais pour Nissan, c'était des externes qui étaient product owners, mais à chaque fois ils devaient reporter à leur N+1 ou N+2 pour une décision. Bon, du coup, c'est pas possible de travailler en Scrum comme ça. Il faut vraiment que le product owner soit le owner de décision. Et donc enfin l'équipe monoproduit, bon ça je l'ai dit, donc dédié qu'au projet et au produit. Voilà. On a terminé. Je sais pas si j'espère que vous avez des questions. Je sais pas si c'était clair. N'hésitez pas. C'est clair, merci. Ouais, très clair, merci. Très bien. Mais non, c'était très clair. C'est clair, oui. C'est clair. Moi, j'ai une question sur le rôle du Scrum Master. Est-ce que le Scrum Master, bon, déjà, est-ce qu'il c'est plutôt, je veux dire, avant d'être Scrum Master, est-ce que c'est plutôt un chef de projet, quelqu'un de technique, un développeur? Et est-ce que le Scrum Master, il peut aussi avoir un autre rôle dans l'équipe? Par exemple, développer et être Scrum Master, etc. Le Scrum Master a plutôt un background technique. Généralement, c'est soit un ancien développeur, soit quelqu'un qui a vraiment une appétence pour les projets techniques, pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionnent les développeurs et enfin, voilà. Donc oui, c'est quelqu'un de plutôt technique et il peut effectivement développer pendant les sprints, hein, ou faire autre chose. Par exemple, moi, je sais pas vraiment développer, donc je faisais de la QA. Donc j'étais testé tout fonctionnellement. On avait un QA manager dans l'équipe Scrum qui était vraiment dédié à ça.
Et lorsqu'il y avait un goulot d'étranglement qui avait trop d'user stories qui étaient attestés, bah, je donnais un coup de main, quoi. Voilà, c'est vraiment, faut prendre le Scrum Master comme un facilitateur. Donc, en fait, il va faire en sorte que tout coulisse bien. S'il voit qu'un développeur est, est en galère, bah, s'il a les compétences pour l'aider, bah, il va l'aider. Sinon, il va essayer de trouver comment l'aider. Mais voilà, effectivement, il peut faire d'autres choses que animer les cérémonies, bien sûr. Ouais. Il faut qu'il fasse autre chose. Ouais. Et justement, dans la mise en place d'une méthode, de cette méthode Scrum dans une équipe, je ne sais pas si c'est le lieu de discuter de ça, mais j'ai constaté qu'il y a une volonté souvent de l'équipe IT de mettre en place du Scrum ou du Kanban ou une méthode agile, pas une méthode euh, de ce type, mais qu'en fait, l'organisation autour ne suivait pas. Et donc, on parlait du Scrum Master, mais parfois, il n'y est pas, il n'existe pas. Il y a des PO, ou Product Owner, mais il va y avoir de Scrum Master. Est-ce que c'est des choses qu'on peut amener auprès de la direction, enfin, je sais pas comment le dire, mais comment le mettre en place, en fait? Je sais pas si tu as des exemples. Ouais. Il faut qu'il y ait une volonté de la. J'étais chez Publicis. Il faut qu'il y ait une volonté de la boîte de passer un peu à avoir un état d'esprit agile en fait. Donc, s'ils n'ont pas l'état d'esprit, ça va être difficile de convaincre les N+1, N+2 de passer à une méthode Scrum. Nous, on avait à un moment donné donc des formations sur l'agilité, des formations sur le Scrum. Il y avait vraiment une volonté de travailler comme ça. Donc, on avait cet appui-là de la hiérarchie pour créer des équipes, des Scrum Teams. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Après, effectivement, de toute façon, une équipe, le framework, il faut qu'il soit respecté. Donc, il y ait un Scrum Master, il y ait des développeurs et un Product Owner. S'il n'y a pas de Scrum Master, soit il y a un développeur qui se dévoue pour être Scrum Master, soit c'est pas possible en fait de travailler en Scrum. Mais oui, il faut que tout le monde soit dans le même mindset pour avancer sur une méthode de ce type. J'ai pas d'autres, ouais, je sais pas d'autres réponses. Je suis un peu dans le même constat que toi, mais c'est vrai que c'est souvent le fait de faire un passage en Big Bang, en fait, de devoir passer d'anciennes méthodes en cascade et de devoir d'un coup appliquer ça avec une équipe, pourquoi pas pilote, mais il faut que toute l'équipe et que tout soit organisé autour de ça. On peut pas juste mettre un nom ou deux de rôle et puis dire c'est bon, on est passé agile. Ouais, et il faut vraiment que l'équipe soit formée sur ce qu'est Scrum, donc comment ça fonctionne en fait. Et aussi sur le mindset agile en fait. C'est vraiment les deux principaux points sur lesquels il faut appuyer pour finalement créer une équipe Scrum. On peut pas d'un seul coup se dire bon on va faire Scrum Team demain et hop, non c'est vraiment ça prend du temps quoi. C'est une manière de réfléchir différente en fait. Que ce soit côté Scrum Team, enfin je dis Scrum Team mais enfin, le Product Owner c'est-à-dire le client aussi hein, c'est un travail aussi difficile de son côté. Quand tu lui dis bah ton projet on sait pas quand est-ce qu'on va le livrer parce qu'on va livrer ça d'abord et puis bah ta voiture tu l'auras on sait pas quand. Ouais c'est un état d'esprit différent quoi. Donc, c'est vraiment aussi une volonté de tout le monde en fait. C'est ce que je disais, l'approche holistique en fait. Hein, on n'est pas les composantes individuelles, mais vraiment prendre son ensemble, la globalité. Quoi. J'avais une autre question. Au début, tu as opposé du coup le projet en cascade et l'agilité. Est-ce qu'il y a certains projets qui feraient mieux d'être faits en cascade et d'autres en agilité? Comment on peut savoir quelle soit la meilleure façon de faire? Bah en fait, faut toujours enfin, ouais, les projets en cascade, c'est le projet classique, c'est ce qui rassure un peu plus le client. Donc, c'est vrai que ça dépend de l'interlocuteur qu'on a en face. Ça dépend aussi du budget du client, parce qu'une équipe Scrum, c'est une équipe dédiée à un seul produit. En fait, ça dépend de plein de facteurs. Ce qu'on disait avec Rock, ça aussi dépend de la volonté de tout le monde de travailler en Scrum. Je dirais pas qu'il y a des types de projets, par exemple un site internet, pourquoi le faire enfin,
Il n'y a pas de typologie de projet en Scrum de savoir si on fait du waterfall ou du Scrum. Pour moi, c'est vraiment des facteurs plus liés au financement de l'équipe. Comment, voilà, si le client est prêt à monopoliser une équipe juste pour un produit, la volonté de l'équipe et ensuite l'environnement qui est autour de hiérarchie. Mais je ne dirais pas qu'il y a une typologie de projet qui favorise Scrum ou pas, quoi, ou Waterfall. Ok, merci. Vous avez d'autres questions? Oui, merci Romain, c'était très clair. Et j'ai juste un commentaire sur la difficulté, manque de documentation, peu de documentation. En fait, j'ai déjà travaillé 2 ans sur un cadrage de Scrum. J'avais aussi un rôle PO. Et souvent, quand on a découpé une user story, en fait, il y a plusieurs étapes, mais on avait une structure standard, c'est-à-dire on a commencé toujours par une présentation PO, mais pour finir, il y avait toujours un peer review. Soit c'est les développeurs, ils vérifiaient le code d'autres collègues, soit c'est valider la documentation d'un développeur. C'est-à-dire, il y avait un temps dédié en fait dans la user story pour la partie documentation. Donc, je ne sais pas, peut-être dans le découpage d'une user story, chez certaines entreprises, ils dédient en fait certains temps pour le faire. Oui, tu veux dire que User Stories, oui, il y a la documentation, tu veux dire qu'on explique un peu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, tu fais une page Confluence avec une User Stories et puis tu expliques, donc il y a bien le syntaxe as a user I want and so on. Puis en dessous, après, tu as tout un laïus sur je veux que la User Stories plus détaillé sur ce que tu veux que la User Stories fasse, c'est ça? Non, c'est en fait, on n'avait pas l'outil Confluence, mais c'est un peu Word, mais voilà, c'est partagé dans un canal d'équipe, mais c'est vraiment le développeur, en fait, il rédigeait un doc pour tout le travail qu'il a effectué. Donc, par exemple, pour un data scientist, s'il y a des futurs, ouais, il décrit en fait ce qu'il a fait, ce qui est calculé. Donc, on avait bien un document pour le travail des développeurs. C'est pas que le PO qui définit le besoin, mais aussi les développeurs Oui, écrivaient ce qui est fait en fait. t'as des User Stories et tu as des Technical Stories, quoi, c'est ça, tu veux dire? Oui, c'est T'avais ça. des... Ouais, On avait un spec un peu fonctionnel, mais derrière ouais. chaque user story, quand on a défini, derrière, pour vraiment valider user story, en fait, on avait une étape, c'est soit peer review pour valider le code, ou soit c'est valider son document si c'est bien clair ou pas pour tout le monde. Oui, ça correspond. Enfin, normalement, dans le cadre du Scrum Framework, ça se fait pendant le Mm. sprint. Donc, une user story, effectivement, tu as la user stories, mais en dessous, tu as les tâches. Et les tâches, ça peut être du coup les technical stories ou comment on peut les appeler, les tâches qui permettent d'arriver à finir la user stories. Et ces tâches-là, effectivement, après, ça favorise les échanges directs. Donc, en général, l'équipe Scrum travaille ensemble, ils sont l'un à côté de l'autre, en fait. Donc, ils ont tous la même connaissance de ce que fait l'un l'autre. Et il n'y a pas besoin, en fait, de documentation. Ils savent comment l'autre va développer son code sur quel techno et comment faire le lien du back-end et du front-end. Enfin, voilà, ils discutent tous entre eux. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de documentation dans ce sens, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des clients ou des équipes qui ont besoin de se rassurer. Et c'était le cas un peu chez nous, chez Nissan. Quand je travaillais chez Publicis, ils avaient besoin d'avoir une documentation. Donc, effectivement, il fallait passer un peu plus de temps sur des user stories pour rédiger une petite documentation. Mais voilà, le framework
Scrum ne l'impose pas. Après, tu peux le faire, mais c'est pas, c'est vraiment plus des échanges directs qui sont favorisés. Mais ça rien n'empêche que il y a peu de documentation. Je dis pas qu'il n'y a pas de documentation. Tu peux en faire Ouais. pour rassurer qui que ce soit. Moi, du coup, j'ai un petit point par rapport à ce qui viennent de se dire. Je trouve que c'est quand même important d'avoir une spec fonctionnelle quelque part, potentiellement sur du Confluence par exemple, parce que pour les nouveaux arrivants, ils ont peut-être pas cette historique de tout ce qui a été échangé justement, et ça peut poser certains soucis à certaines personnes pour s'adapter sur le projet, ouais. C'était pas vraiment une question, hein, c'est juste un point. Après, si tu as un retour peut-être d'expérience par rapport à ça, ça peut être intéressant, je sais pas. Et l'équipe, la Scrum Team, en fait, c'est donc une équipe monoproduit. Ouais. Et en généralement, bah, elle est définie, tu n'as pas de nouvel arrivant, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait le Covid et qu'il va le remplacer, ou quelqu'un qui part. Oui, effectivement, il y a un Oui. nouvel arrivant. Mais normalement, elle est censée être durable dans le temps, en fait, sur le même Oui, produit. mais par Donc, exemple, admettons, c'est un développeur, tu vois. Il faudrait faire un passage de connaissances, en fait, forcément. Si tu n'as pas de doc où il peut un petit peu mettre un pied sur le fonctionnel. oui, bah, il y a en fait, les équipes. Donc, mettons qu'il y a un développeur, je sais pas, il lui arrive un accident ou j'en sais rien, il faut le Ouais, remplacer. Effectivement, il y a un onboarding à faire, mais c'est les développeurs qui vont lui faire l'onboarding. Ils vont directement aller dans le dur, en fait. Ils vont discuter ouais. ensemble, ils vont se mettre dans une salle. Et Mhm. voilà, ils vont pas lui dire, bah tiens, voilà la doc, et puis débrouille-toi. Ils vont vraiment le. C'est ça, c'est l'état d'esprit de l'échange direct, en fait. Ouais, je Donc, vois, ils ouais. vont lui. Après, si tu as un cas extrême où tu as ton équipe de dev qui disparaît. Ouais, bon, alors là, ouais. Bon, ça, il y a pas de. Le framework ne répond pas à ce cas de ce cas-là. Le Mais cas c'est vrai extrême. qu'effectivement, là, c'est compliqué. Ok, merci. Après, en expérience, on avait mis en place un peu comme tu disais, bon, les user stories, c'était la base c'était le backlog du produit, c'était la définition du produit. Elles vivaient, on les alimentait, on les rajoutait donc sur un produit qu'on développait. Il y avait une équipe qui était plus ou moins, c'était pour ça que je te parlais de Big Bang Scrum. C'était pas une équipe dédiée par produit, c'était un peu bancal, mais il y avait une volonté d'état d'esprit de Kanban. On utilisait la méthode Kanban. Et donc, l'idée, c'était de lister toutes les user stories du produit dans une page, là, c'était Confluence partagée, qui était utilisée entre toutes les équipes et qu'on pouvait aussi partager avec les utilisateurs externes au projet. Et ça, c'était un peu plus difficile parce que ça servait en fait de documentation pour dire aux gens, bah voilà, c'est ça que vous allez avoir comme produit. Donc, les utilisateurs finaux, bah, venez consulter ces pages Confluence pour essayer de comprendre le produit. Et ça, c'était pas forcément évident. Donc, il y avait un peu, comme tu l'as dit tout à l'heure, Romain, peut-être pourquoi pas là, ou l'idée de compléter en mettant un peu de commentaires autour de ces user stories, parce que c'est un peu parfois abstrait pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit agile de lire une user story et de se dire ah, ça correspond à ce que je veux, ça, ouais. Bon. Donc, au niveau Ouais, documentation, ouais. Ouais, ça, effectivement, ça peut être difficile d'une personne à distance, en fait. C'est ça que tu dis, que c'est-à-dire qu'elle n'est pas là. L'équipe Scrum Team, et normalement, bon, c'était avant le Covid, hein, mais maintenant c'est un peu Mm, en distanciel, mais ils travaillaient tous ensemble, l'un à côté de l'autre. Donc, quand mm. il fallait expliquer une user stories le product owner ou les développeurs devaient s'expliquer une user stories, c'était bien. Et que là, effectivement, si tu dois rédiger pour que une personne, je ne sais pas où, doit valider la user stories, effectivement, ça nécessite une documentation additionnelle pour que le gars puisse comprendre de quoi on parle, quoi, c'est sûr. S'il n'est pas Mais là. mm. L'avantage aussi, par contre, qu'on avait, c'est comme on a les user stories qui s'empilent, si jamais à un moment il y en a une qui est remplacée par une autre ou qui rajoute une fonctionnalité, en fait, on avait l'exhaustivité du produit en temps réel, c'est-à-dire que la documentation, elle se maintient du fait de maintenir le backlog. C'était ça la documentation. C'était parfois un peu lourd à lire, mais pour ce que tu disais là, mais c'est vrai qu'au moins l'avantage, c'est que c'est tout le temps à jour, parce qu'une documentation, une des grosses difficultés, c'est de la maintenir à jour. Et en état d'esprit un peu plus agile, où on fait un backlog, on va faire évoluer le produit, bah, les specs d'une trottinette, c'est pas les mêmes que les specs d'une moto. Il faut perpétuellement rajouter les éléments, le partager partout, le rediffuser. Là, au moins, comme on fait les user stories pour faire le produit, c'est directement à jour au moment où on travaille. Donc ça a quand même cet avantage-là, même s'il n'y a pas beaucoup de doc. Ouais, ouais, ça permet de rassurer, en fait, ou d'expliquer plus facilement. Ouais. Ouais.
Euh, Vous avez d'autres questions? Pas pour moi. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut faire ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, un ROTI, un Return on Time Invested. C'est en général, on fait dans les cérémonies ou dans les réunions quand on travaille en agilité, enfin, en état d'esprit agile. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, j'ai un petit lien. L'idée, c'est de, voilà, chacun fait un vote et on dévoile le vote et on voit si, du coup, ça vous a été utile, si vous avez perdu votre temps, si vous voulez améliorer des trucs et tout. Donc, ça vous dit? Ok. Oui. Ok, un outil, tac, tac, je vais faire celui avec les mains. Voilà. Copier le lien. Tac. Bon, vous cliquez sur la main. Donc 5 doigts, ça valait la peine. J'ai gagné 4 doigts, j'ai gagné du temps. Enfin voilà, ça m'a intéressé. Et puis un doigt, c'est que c'était inutile. Je vous mets le lien. Et puis, comment je fais pour partager truc. Ouais, voilà, ça fonctionne. Voilà. Bah, quand vous avez tous voté, bah, je dévoile le vote et puis on voit si ça a été utile. Oh, Philippine, elle a un petit dessin. Alors, je sais pas pourquoi certains ont des petits. C'est quand on a voté, autant pour moi. Ah, c'est quand vous avez voté. Il faut cliquer sur valider une deuxième fois. C'est la première fois que j'utilise cet outil, hein, donc je découvre avec vous. Du coup, c'est un vote, mais qui n'est pas anonyme. Oui, d'habitude, c'est anonyme. Enfin, c'est anonyme. Ouais. Non, puisque normalement, on lève le doigt on montre dans la Ouais. salle. Mais bon. Oui, il n'y a pas de raison Je sais d'être pas si on a. anonyme. Oui, non, je Enfin, vous en tiendrai agilité, pas en tout rigueur si vous avez mis un doigt. Je sais pas si tout le monde a voté, par contre, j'ai pas fait gaffe à combien on était dans le total dans le call. Je peux dévoiler le vote, c'est bon? Allez. C'est ça? Je pense que c'est bon, non? Oui, ça a l'air bon. Ouais. Allez, 8 votes et on est dévoile. 9, ouais, donc c'est normal, ouais. Ok. Ouais, j'ai pas voté, dévoilé le vote. Tac, tac. Alors, 5, 4, 4, 5, ouais, bah, merci. Et l'Iroc, pourquoi vous avez mis 4? Qu'est-ce qui aurait pu s'améliorer ou ce que vous connaissiez peut-être déjà? Oui, en fait, c'est ça, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir des présentations. Je l'ai rarement appliqué, j'ai jamais été dans une équipe vraiment Scrum, et donc je trouvais ça très bien, il n'y avait aucun souci. Mais c'est pour signaler le fait que voilà, j'étais déjà un peu informé Ok. du process. Ok. Pas Mais de en vrai, souci. ça mérite 5 Impeccable. doigts hein, par rapport à l'objectif qui était fixé. Oui, mais pas de souci. Non, non, mais après, l'objectif du rôti, en fait, c'est de se focus sur les points négatifs pour comment s'améliorer plus tard. C'est toujours dans cette démarche de auto-amélioration, enfin, constante amélioration, qui est liée un peu à l'agilité. Donc voilà, je me focus sur vous qui avez mis 4 doigts. Je voulais savoir comment on peut améliorer la présentation plus tard. Mais en fait, c'était juste, ouais, vous aviez connaissance du Scrum, quoi, c'est ça? Ouais. Ouais, pour ma part, c'est un peu le même ressenti. J'ai déjà eu l'occasion de faire ce genre de présentation. Ce qui manque toujours, c'est un peu plus le côté mise en place pratique. Mais bon, c'est pas l'objet non plus Non, mais de la présentation d'aujourd'hui. Ça reste toujours très théorique et à voir comment ça peut s'appliquer en réalité et suivant les différents contextes. J'ai l'impression que ça reste des grandes théories, que dans l'application, il y a beaucoup de boîtes ou d'équipes qui se veulent agiles ou mettre en place des pseudo-scrum ou je ne sais pas, mais que dans les faits, le contexte n'est pas à 100% favorable à ce que ce soit mis en place, enfin
du peu d'expérience et de recul que j'ai là-dessus. Non, c'est vrai, c'est que c'est. Oui, c'est très théorique. Peut-être, je pourrais ajouter plus d'exemples où effectivement, il signifiait que bah, ça s'applique, je sais plus qui posait la question, mais ça s'applique pas forcément à toute typologie parce que bah il y a différents facteurs, quoi. Donc, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, peut-être plus d'exemples aussi concrets. Parce que c'est vrai que là, c'était assez théorique. C'est donner des Après, en exemples un une peu heure de. aussi, c'est pas. Oui, Faut aller à l'essentiel également. mais ok, bah merci pour vos retours en tout cas. Merci à toi pour la présentation. En tous les cas, c'était très, très intéressant et d'avoir ton retour là-dessus. Et moi, je vous enverrai du coup le support qu'a fait Romain avec les exemples, les différents liens qu'il a mis. Et je vous renverrai aussi l'enregistrement de ce webinaire si jamais vous voulez le partager ou le réécouter. Voilà. Et puis si vous avez aussi, vous, envie de présenter une méthode, une techno sur un webinaire ou via un WeTalkTech, n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous avez d'autres idées, comme là par exemple, Ellie, tu proposais quelque chose de plus, on va dire, pratique. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en place. Donc n'hésitez pas du coup, m'envoyer un message, à me suggérer de nouvelles idées. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci Bon Romain. midi. Excellente journée à tous. Bon après-midi. À plus. Au revoir.